Je suis Osso Hugues Patrick, dit Patsako du groupe Espoir 2000. J'ai un message pour toi. Joue ton rôle, fais ton test de dépistage du VIH pour protéger ta famille. Parce qu'une infection de plus est une infection de trop. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de l'UNICEF. Vivre au Canada, oui c'est possible. AC Canada, une firme spécialisée en immigration francophone pour le Canada depuis 19 ans, présente dans 14 pays, ayant contribué à l'émission de plus de 35 000 visas, vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre visa de résidence permanente au Canada. Un service d'équivalence de vos diplômes pour faciliter votre insertion professionnelle et un service pour vous accueillir et vous assister pendant les 3 premiers mois de votre arrivée au Canada. Avec AC Canada, l'immigration ça marche et c'est prouvé. Professionnels des entreprises et organisations, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, met à votre disposition des programmes de formation diplômante en management, niveau, licence et master, des séminaires de formation qualifiante dans divers domaines du management et couvrant toutes les fonctions de l'entreprise, des cours de langue, anglais, espagnol. Le CAMPC est une institution inter-État représentée dans plusieurs pays, créée en 1975, au service de la formation et offrant des diplômes reconnus par le CAMES. Le CAMPC est situé au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le groupe District Farm, prix Padel de la meilleure école de formation médicale, organise pour l'année académique 2014-2015 les formations suivantes. Délégué médical, premier cycle, niveau, terminal, DEUC, licence littéraire. Deuxième cycle, niveau, bac plus UFR, sciences médicales à Bobo-Agamé, licence ou maîtrise scientifique. Formation qualifiante, caissière agent d'accueil, vendeur en pharmacie, aide-soignant. District Farm Formation, désormais situé à la Riviera 2. District Farm Formation, école de rigueur et d'excellence. De retour en studio, nous recevons M. Ouattara Issa. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur des études et des ouvrages à la Géroute. Et depuis un certain temps, il y a une série d'émissions de communication initiées pour que l'Ivoirien s'imprègne de plus en plus des joyaux que l'on a ici en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les ouvrages, les ponts. Tout à fait. Il faut remarquer que nous avons constaté un engouement lors du lancement de l'inauguration du pont HKB. Et cet engouement s'est amplifié lors de l'inauguration du pont de Boisflé. Et donc, nous nous sommes dit que les Ivoiriens aiment beaucoup les ponts. Et il était important de leur montrer déjà ce que représente le patrimoine, ce que nous avons dans le patrimoine des ponts. Et c'est à cette occasion que nous avons organisé depuis un certain temps une exposition sur l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. Et cette exposition se tient dans l'enceinte de la RTI à Cocody. Et donc, je voudrais vous saisir l'occasion pour inviter les téléspectateurs à venir visiter cette exposition qui leur permettra d'apprendre plus sur l'histoire des ponts. Comme vous l'avez dit tantôt, nous avons organisé plusieurs passages sur les antennes de la télévision pour parler de l'histoire des ponts. Nous avons parlé tantôt de l'histoire générale des ponts, puis nous avons parlé du pont Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous envisageons parler du pont de Gaulle, qui a une histoire et qui, au jour d'aujourd'hui, représente un des joyaux architecturaux au niveau de la ville d'Abidjan. Très bien. On vous écoute. Bien, ok. Donc, je disais, lors de nos précédents passages, nous avons dit que déjà le pont flottant de pont qui est à l'emplacement à l'emplacement duquel est construit le pont Houphouët-Boigny aujourd'hui a été inauguré en 1931. 15 ans après, il était saturé. Et nous avons les autorités coloniales de l'époque ont construit le pont Houphouët-Boigny en 1957, qui a été inauguré en 1957. 4 ans après, c'est-à-dire en 1961, le pont Houphouët-Boigny était déjà saturé. Alors, il fallait construire un deuxième pont au niveau de la ville d'Abidjan. Des recherches ont été faites sur l'emplacement qui devait être réservé à ce pont-là. Et pour cela, des études ont été réalisées
Parce que dans le plan architectural, au niveau de dans le plan d'urbanisme de la ville d'Abidjan, il était prévu déjà en 1960 4 ponts. Un pont au niveau de Blokoso, un autre pont au niveau de Lokodjoro, et puis un 4e pont du côté de Benjerville. Après analyse, il a été décidé, au regard des résultats des études, que le pont qui était prévu du côté de Lokodjoro, donc vers le 3e pont actuel, soit ramené plus proche du pont Oufo-Boigny, parce que c'était la position la plus économique. Et donc, ce pont a été initié en 63. Les travaux ont commencé en 64 et se sont achevés en 67. Il faut dire que pour la construction de ce pont, plusieurs moyens de financement avaient été examinés. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de péage en Côte d'Ivoire. Déjà en 67, en 64, il a été question de péage. Et pour ce péage, il y avait deux solutions qui avaient été envisagées. La première solution, c'était le péage direct, comme nous l'avons aujourd'hui sur le HKB, c'est-à-dire vous passez, vous payez. Malheureusement, les autorités de l'époque se sont dit la Côte d'Ivoire venait de sortir, venait d'avoir son indépendance. Il était difficile pour la population de payer déjà les passages sur les infrastructures. Et il a été en ce moment envisagé une deuxième solution de péage, qui était le péage au niveau du carburant. C'est-à-dire au niveau du carburant. C'est-à-dire qu'il y avait une taxe qui serait prévue sur le carburant au niveau de la zone d'Abidjan. Et c'est cette taxe-là, si vous circulez dans la zone d'Abidjan, que vous prenez du carburant, cette taxe-là sur le carburant devait permettre de financer la construction de ce pont. Après plusieurs analyses, l'État a considéré que ce pont devait servir à tous les Ivoiriens. Et donc, ce n'est pas forcément au niveau de la ville d'Abidjan. Et ceux qui sont au niveau de la ville d'Abidjan, ils ne sont pas amenés forcément à passer sur le pont de Gaulle. Et l'État a décidé lui-même de financer par le budget spécial d'investissement à l'époque, la construction du pont. Donc, le pont a été financé sur le budget de l'État. Il a coûté à l'époque 70 millions de francs français. Donc, à l'époque, l'équivalent du franc français, le franc CFA, c'était déjà 50 francs. Donc, vous faites rapidement le calcul, vous trouverez que c'est aux environs de 3,5 milliards ce pont. Wow. Et 3,5 milliards ce pont. Et comparativement à notre joyau actuel qui a été inauguré? En longueur? Non, en cours. Le joyau actuel est dans la centaine de milliards. D'accord. Et donc, quand vous faites déjà le calcul, vous trouvez que déjà en 67, les coûts étaient relativement bas, la main-d'œuvre était là, mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, les coûts sont un peu plus élevés. Et puis la technologie aussi est différente, tout à fait. Et ce pont a permis quand même à environ 600 personnes, 600 Ivoiriens, de participer à la construction d'une œuvre importante, donc ce pont. Et il y avait environ une trentaine d'expatriés. Le pont a été réalisé et inauguré par Auguste Denis, pas le président Oufoué, mais par Auguste Denis en 67. Il a été le premier à passer là-dessus, avec le pont de Gaulle. Et puis, la grande inauguration a eu lieu en 71, c'est-à-dire pratiquement 4 ans après. Et la grande inauguration a eu lieu avec le président Oufoué. Donc, il était présent lui-même, Charles de Gaulle? Il n'était pas là. Charles de Gaulle n'était pas là. Charles de Gaulle n'était pas là, mais c'est en 71 que l'inauguration a été faite et son nom a été donné pratiquement à ce pont. Et donc, à ce jour, nous pouvons dire que le pont a une bonne fonctionnalité. Donc, le pont de Gaulle, il relie où à où? Le pont de Gaulle, qu'on appelle le pont de Gaulle, c'est celui déjà, hier, on a parlé du pont Oufoué. Lui, c'est de... Le pont Oufoué, en fait, l'objectif, c'était de relier, comme je l'ai dit hier,
de la presqu'île, qui à l'époque qui était le Cocody, le plateau, à l'île que les gens appelaient communément la ville noire, c'est-à-dire la ville où il y avait beaucoup plus d'Africains. Et puis après, du côté est, donc environ à 400 mètres à l'est de ce pont au Fouet, a été construit le pont de Gaulle. C'est ce qu'on voit. Voilà, c'est ce pont qu'on voit au jour d'aujourd'hui, enfin, que nous voyons à l'image. C'est un pont de 600 mètres avec 3 voies dans chaque sens. C'est un pont qui a bénéficié des techniques, des techniques de l'époque. J'ai dit hier, les 2 ponts ont bénéficié d'une technique innovante qui a été créée en 1928 et qui a été développée par un ingénieur français du nom de Fresnay. Et cette technique a permis de révolutionner le monde, le milieu des ouvrages, donc des ouvrages d'art. Et ça a permis d'avoir quand même de grandes portées, parce que déjà, ce pont, quand vous prenez entre 2 appuis, il fait environ 58 mètres. C'était un exploit. À l'époque, déjà, c'était un exploit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, enfin à ce jour, on est revenu à des proportions plus raisonnables. À l'époque, 58 mètres, c'était déjà un exploit. À ce jour, la documentation demande d'éviter de telles portées, de revenir à des proportions beaucoup plus... Et pourquoi le pont s'appelle le pont de Gaulle? Le pont s'appelle le pont de Gaulle, ça a mémoire du président président français de Gaulle, qui est arrivé déjà, si vous vous souvenez, en 1958 en Côte d'Ivoire, et sous lequel le président Houphouët a travaillé à un moment donné. Tout à fait. Et donc, pour lui rendre hommage, le président a décidé de donner son nom à cet ouvrage-là. Très bien. Juste avant de vous permettre de conclure, M. Adin Gragui-Serge nous a rejoint. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Et avec vous, nous allons parler de comment aborder le handicap avec l'enfant. Mais juste avant, est-ce que vous auriez une question à poser en ce qui concerne, parce que c'est très instructif tout ça. Vous le saviez? Non. Je viens d'apprendre beaucoup de choses ce matin et j'en suis content, j'en suis heureux. Voilà, j'espère que nous avions pris conscience de l'ampleur et de l'importance du pont HKB et que nous allons l'entretenir. Parce qu'au début, quand il s'était agi de péage, les gens grinçaient les dents. Mais de plus en plus, les gens comprennent l'importance du péage. Voilà. D'accord, très bien. Juste avant, justement, pour parler de cela, est-ce que ça désengorge le pont Fouet et le pont de Gaulle aujourd'hui, le 3e pont? Ça désengorge vraiment? Il faut dire, oui, c'est indéniable. Il y a une certaine influence déjà sur le pont HKB. Au départ, on avait des appréhensions, mais il y a une forte influence sur le HKB, et ce qui a permis de désengorger les 2 autres ponts, c'est-à-dire le pont de Gaulle et le pont Houphouët. Parce que lorsque nous avons fait les comptages sur les 2 ponts, on avait déjà plus de 200 000 véhicules jour sur les deux anciens ponts. À ce jour, la population située dans la zone Est et Nord-Est passe essentiellement sur le pont HKB et cela désengorge les 2 ponts existants. C'est pour dire que la construction de ce pont a été salutaire. D'autres ponts vont voir le jour et cela va permettre encore à la ville d'Abidjan de respirer. Parce qu'on était dans une situation de confinement, une situation de congestion où il était difficile de circuler et cela impactait malheureusement l'économie. Aujourd'hui. Et le prochain pont, ce sera où et où? Le prochain pont, le président de la République l'a annoncé. Ce matin, au sortir d'ici, je dois aller avec les entrepreneurs visiter le site. Donc, le prochain pont, c'est le pont qui doit relier Yopougon à l'île Boulay. Et ce pont, les études sont terminées. Nous avons lancé les appels d'offres et il y a un certain nombre, il y a un engouement tel que nous allons ce matin avec tous ceux qui en fait envisagent soumissionner
sur le terrain pour d'abord connaître le site et en connaissance de cause, en connaissant effectivement les difficultés, elles vont faire leurs offres. Très bien. Le cinquième, le président de la République aussi l'a annoncé, ce sera celui qui va relier Lokodjo, comme on appelle Bouribana, la zone de Bouribana, à Lokodjo. Celui-là faisait partie, effectivement, en 60 déjà, du plan d'urbanisme d'Abidjan, où il était question de relier le plateau à Yopougon. Côte d'Ivoire, pays émergent, horizon 2020. En tout cas, on est en bonne voie. Voilà. Très bien. Vous te donnez un téléphone au titre de la Géroute? Oui, notre contact, c'est le 20 25 20 09. Et nous allons, encore une fois de plus, appeler les téléspectateurs à venir visiter notre exposition que nous organisons avec la RTI dans l'enceinte de la cour de la RTI, donc à Cocody. Et cette exposition prend fin, je le rappelle, le samedi. Donc j'invite tout un chacun à venir voir. Vous ne serez pas dessus parce que vous allez apprendre beaucoup sur l'histoire des ponts. Demain, nous allons faire un second passage, un dernier passage pour montrer les ponts en cours de construction actuellement. Très bien. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. remercie. Ouattara Issa, je le rappelle, vous êtes directeur des études et des ouvrages de la Géroute. Je vous remercie. Merci. Monsieur Adinkra. Oui. Alors, je me souviens vous avoir présenté et c'était restrictif quand on disait professeur de français. Oui. Je m'en souviens. Oui, c'était vraiment restrictif. Je suis professeur de lettres modernes et je suis présentement ACE, ce qui veut dire adjoint au chef d'établissement. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment aborder le sujet de votre handicap à votre enfant. Absolument. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment aborder le sujet de votre handicap avec votre enfant. Et à partir de ce sujet se dégagent deux axes. Le premier, c'est l'enfant et la découverte du handicap de son parent. Et le second, c'est comment lui expliquer votre handicap. Alors, quand on parle de handicap, de quoi est-ce que l'on parle? Un parent qui bégait, c'est un handicap? Quoi d'autre? Un parent malvoyant? Oui, c'est un handicap. Un parent qui bégait, c'est un handicap. Un parent qui ne marche pas normalement comme il se doit, il marche à l'aide de fauteuils roulants, de béquilles, ou bien de cannes anglaises, ou bien de déambulateurs, c'est une personne en situation de handicap. Voilà. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer? L'enfant le constate? Il le constate, mais il ne comprend pas. Vous savez, moi, mon premier fils, quand il avait 8 ans, bien avant, il a commencé à me regarder, à m'observer autrement. Il me regardait avec beaucoup d'insistance. Pourquoi? On doit préciser que vous avez un handicap. Oui, je suis handicapé. J'ai été victime de la polio, donc je suis handicapé. Et il me regardait. Et un jour, il m'a demandé, papa, pourquoi tu te déplaces avec des cannes? J'ai dit, il est temps que j'explique mon handicap à mon fils. Donc je l'ai fait asseoir. Puis je lui ai dit non, que j'ai été victime d'une maladie dégénérative qui s'appelle la poliomyélite. Voilà. Et c'est suite à cela qu'on m'a prescrit des cannes anglaises après une opération. Et dans le temps, c'était le professeur Alexandre Wawota qui m'a opéré. Mais bien avant lui, on n'avait pas de spécialistes en Côte d'Ivoire. Les spécialistes venaient de l'extérieur. On avait là le professeur Ducroquet qui venait pour intervenir ici en Côte d'Ivoire. Et après, suite au professeur Ducroquet, le pays a formé des spécialistes en orthopédie. Et c'est ceux-là qui nous ont pris en charge. Voilà. D'accord. Donc vous avez constaté que l'enfant s'interrogeait. Il a observé son père en se disant qu'il ne marche pas comme tout le monde. Voilà. Donc il fallait lui expliquer. Il fallait lui expliquer. Et il m'a demandé, papa, mais pourquoi tu marches avec des cannes? Je lui ai dit, non, j'ai été victime de la polio. Et la polio a affecté ma jambe droite. Donc pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir aller d'un lieu A à un lieu B, pour pouvoir me rendre à mon lieu de travail, il faut que j'ai quelque chose qui m'aide. Voilà pourquoi le docteur m'a prescrit des cannes anglaises pour mon déplacement. Il dit, papa, je comprends maintenant. Parce qu'auparavant, il pensait que c'était un jouet.
Et non, papa, à la Noël, dis à Papa Noël de m'envoyer des cannes. Vous voyez? Donc l'enfant, pour lui, c'est un objet d'amusement, c'est un objet ludique. Et là, même présentement, quand vous sortez, aujourd'hui, quand vous sortez dans les rues d'Abidjan, et que les enfants, les tout petits, vous voient avec les cannes, ils viennent vers vous. Et ils tentent de se saisir de choses, les cannes. Oui, c'est amusant pour eux. Voilà. Et donc, j'ai clarifié les choses, j'ai expliqué les choses à mon fils, et il a compris. Et vous savez, je vais vous faire une confidence aujourd'hui. L'une de mes plus grandes joies, mon plus grand bonheur, c'est quand mon fils a commencé à marcher. Et c'est vrai que nous avons fait l'université, on a fait certaines études, mais j'étais encore très sceptique. Je dis, mais j'ai fait un enfant. Est-ce que mon enfant va marcher correctement? Et quand mon enfant a commencé à esquisser ses premiers pas de marche, j'étais vraiment heureux. J'étais dans le bonheur. Mais pourtant, vous savez, en tant qu'intellectuel, que la poliomyélite n'est pas héréditaire. Elle n'est pas héréditaire. Mais psychologiquement, vous aviez ce poids. Voilà. Et ce traumatisme. Absolument. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'enfant, il a compris. Il a compris qu'il devait faire tous ses vaccins. Il a compris qu'il ne devait pas jouer dans la poussière et la saleté et tout et tout. Voilà. D'accord. Donc l'enfant doit découvrir. On doit d'abord le laisser découvrir. Il ne faut pas anticiper en lui expliquant. Quand vous savez que votre enfant est mature et qu'il peut comprendre, qu'il arrive à comprendre, vous pouvez le faire asseoir et lui dire, lui expliquer les choses comme elles se présentent. Il comprendra. D'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas peur de la réaction? Parce qu'il y a des enfants qui peuvent malheureusement éprouver de la gêne ou bien de la honte par rapport au regard des autres. Parce que généralement, à l'école, si le parent qui a un handicap quelconque vient à l'école, les enfants sont méchants entre eux. Donc les enfants peuvent se moquer de celui-là au point où l'enfant éprouve un phénomène de rejet. Oui, absolument, absolument. M'excusez, absolument. Mais voilà pourquoi il faut expliquer les choses aux enfants. Quand l'enfant est suffisamment éclairé sur la situation physique de son père, il peut transmettre cette communication à ses amis. Ah, mon père, il se déplace avec des cannes anglaises parce qu'il a été victime de la poliomyélite. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Par exemple, adapté à votre cas. Oui. Mais quand on généralise, est-ce qu'il ne peut pas y avoir problème? Parce que les amis peuvent ne pas comprendre en se disant, ça peut être une mère qui a un autre problème, qui est malvoyante, par exemple. Oui, mais voilà pourquoi il faut expliquer. Mais moi, je parle maintenant de la transition entre l'explication qui a été donnée à l'enfant et la version de l'enfant auprès de ses amis qui, eux... Maintenant, l'enfant auprès de ses amis, l'enfant va être votre roi de transmission. Parce que l'enfant, il sait pourquoi. Ça peut ne pas marcher. Mais ça finit par marcher toujours. D'accord. Ça finit par marcher. Quand on est suffisamment informé, bon, ça marche. Vraiment. D'accord. Mais maintenant, ce que je veux vous demander, c'est est-ce que l'enfant peut juste faire semblant que ça marche et puis éviter? Par exemple, si la mère dit « Ah, mon chéri, je vais venir te chercher à l'école. »« Ah non, maman, c'est pas la peine, on va rentrer en groupe. » C'est-à-dire l'enfant masque la gêne qu'il éprouve par rapport au regard de ses camarades. Bon, là, et le parent peut-être ne pas percevoir qu'en fait, l'enfant en souffre, mais il est peut-être gêné. Oui, mais là, c'est un regard vraiment stéréotypé, comme on le dit. Maintenant, c'est vous qui devez tuer en votre enfant cette gêne-là. Tout à fait. Vous comprenez? Moi, particulièrement, je ne me sens pas handicapé physique. C'est quand il m'arrive le besoin de courir que je me rends compte que je suis handicapé physique. Vous voyez? Parce que, qu'est-ce qui fait l'homme? Ce qui fait l'homme, c'est l'intellect, c'est le cerveau, c'est le système nerveux. Mais tant que ce système nerveux, ce cerveau-là n'est pas atteint, vous êtes homme à part entière comme les autres. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais le problème également, c'est que les gens ne sont pas forcément de bonnes intentions. Et les gens sont méchants. Il y a le regard d'autrui également. Il y a la discrimination dans le monde de l'emploi. Ce sont des réalités au quotidien également. Oui, c'est là où on nous ramène au fait que la personne n'est pas forcément comme les autres. Pourtant, l'intellect est même souvent plus élevé. Hein, parce qu'il y a compensation. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, le premier étudiant qui était conseiller municipal, c'est notre ami et frère Dagaré Ange, qui est actuellement chef de cabinet du maire de Cocody. Mais il est handicapé, physique. Mais il est très percutant. Tout à fait. Il est très percutant. Et il réussit tout ce qu'il entreprend. Donc c'est à nous de tuer en vous, par exemple, en celui-ci, en celui-là, ce stéréotype-là. Vous savez, une fois, je vais continuer une anecdote, je partais au plateau un samedi, j'ai porté
une culotte Bermuda, un t-shirt et une casquette. Et j'ai rencontré un ami. Il dit, mais Adingra, comment tu peux t'habiller ainsi pour venir au plateau? J'ai dit, oui, est-ce qu'il y a un problème? Parce que je suis en culotte. Je sais que mes jambes sont démesurées. Ça, c'est vrai. Mais c'est moi qui dois faire accepter ça aux autres. Je dois habituer le regard des autres à mon handicap. Ce n'est pas en le cachant que ça va changer. Donc, vous habituez les gens à votre handicap. Vous allez voir que ça passe. J'espère qu'il a eu honte, monsieur. Non, il n'a pas eu honte, mais il a compris. Il m'a dit, ah, merci pour la leçon. D'accord. Vous voyez, c'est ça. Et vous savez, quand j'arrivais à l'université et en tant qu'étudiant, beaucoup de mes amis en situation de handicap se gênaient de se fourrer. Donc, quand je suis arrivé, quand il me venait l'envie de me fourrer, je me fourrais. Je dis, mais tu n'as pas une jolie forme, ta forme est difforme. Je dis, mais je sais. Mais à force d'habituer cette image-là au regard des autres, ils finiront par ne plus voir que j'ai un physique difforme. C'est comme ça la vie. Mais est-ce que ça ne peut pas donner le phénomène inverse? C'est-à-dire, par exemple, quand on voit une femme qui est extrêmement corpulente, et puis qui se permet de mettre un collant, elle peut être décomplexée, hein, et puis elle a de gros bras, et puis elle met quelque chose de très fin comme ça ici. On lui dit, les gens disent sous-cap, mais cette fille-là, elle aussi, elle ne se voit pas. Hein. Mais non, ce que je veux dire, c'est que... Je vais vous prendre au mot. Dans le temps, les femmes qui avaient de gros seins se gênaient. Mais depuis qu'il y a eu ce phénomène de Lolo, et qui a été renforcé même par la chanson de Frédéric Ewimewe, mais les femmes qui avaient de gros seins s'en vantaient. S'en vantaient, oui. Mais ce que je veux dire également, c'est qu'à un moment donné, je ne parle pas du cas du handicap, mais je parle par exemple d'une femme qui est difforme dans le volume. Il y a des tenues qu'il ne faut pas non plus forcément porter pour faire comme les autres. Soit disant qu'on n'a rien à cacher et qu'on assume son physique. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Je vous comprends. Je vous comprends, une femme qui est véritablement, comme on le dit, voluptueuse, grosse, il faut le dire, qui a envie de s'offrir un vêtement qu'elle aime. Donc parce que je suis difforme, parce que je suis grosse, obèse, je ne vais pas me faire plaisir. Donc ça, je pense que ça ouvre un débat intéressant, dans le sens où il y a la limite également, parce qu'on vit en société. Et le fait qu'on vive en société, s'il y a des stylistes, des modélistes, c'est bien pour tenir compte de la forme et puis valoriser, favoriser l'aspect physique. Il y a des tenues qui mettent en valeur, et il y en a d'autres qui ne mettent pas en valeur. Par exemple, moi, je sais que je ne suis pas mince, je ne m'amuserai jamais. Et pourtant, j'aurais pu venir à l'antenne avec des petits trucs comme ça. Vous ne le faites pas, pourquoi? Parce qu'en vous, il y a un complexe qui n'est pas encore mort. Non, si je vous le dis. Non, parce non, que, attendez, non. Mine de rien, on a l'impression que c'est logique, c'est naturel. Non. Dès qu'il y a une gêne qui s'installe, ça veut dire qu'il y a un complexe aussi qui suit. Mais le problème, c'est que il faut avoir... Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes Monsieur Adingra, handicap. Il y a une projection que l'on a de soi-même. Et la projection que j'ai de moi, c'est dans un certain canevas. Et le canevas que je vois, c'est de cultiver la discrétion. C'est mon choix. Ce n'est pas parce que je n'assume pas mon physique. C'est parce que j'estime que la discrétion passe par le fait de couvrir mes bras, par exemple. Vous ne me verrez jamais, par exemple... Vous voulez couvrir vos bras, pourquoi? Parce que vous dites que vos bras vous gênent. Je dis que vos bras sont difformes. Je dis que je fais... Parce que vos bras ne répondent pas si vous voulez qu'on vous voit, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Au code de beauté. N'est-ce pas? Non, c'est pas mon avis. Vous voyez? C'est pas mon avis. En fait, j'interprète. Vous ne devez pas interpréter. J'interprète. Donc, il faut, c'est ce que je dis, il faut tuer en nous ce complexe-là. Mais il faut Une fois que ce complexe-là est mort en vous, écoutez, vous vivez de façon épanouie. Comme c'est mon En tout cas, votre engagement est impressionnant. Oui, là, je le dis. Et votre mot de fin, parce que nous sommes au terme déjà. Oui, bien avant de finir, je voudrais dire merci. Oui, merci au président de la République, le président de son Excellence Alassane Ouattara, qui a pris un décret qui intègre à la fonction publique 300 personnes en situation de handicap. Ah oui. Voilà. C'est super. Et derrière 300 personnes en situation de handicap, c'est plus de 500, 600, voire 1000 personnes. Bien sûr, il y a la famille. Donc je tenais à le faire et à lui dire vraiment grand merci, sans démagogie. D'accord, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Je vous en prie. En tout cas, merci bien. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Ça s'appelle Christelle Akoussa, elle a signé la réalisation. Et moi, je vous retrouverai lundi. Merci. D'ici là, portez-vous bien.